Ah ouais, donc toi, quand tu choisis le plan, tu décides de me narguer en sachant très bien que je préfère les Burton et Jack Nicholson. C'est pas parce que tu n'as aucun goût que je vais me priver de parler d'un chef-d'œuvre. Oui, bonjour, The Dark Knight est un de mes films préférés, oh là là, je suis trop original et je suis amoureuse de Heath Ledger. Oui, bonjour, j'adore la performance d'un acteur que tout le monde aime, qui est l'acteur préféré du monde entier, et je fais mon hipster qui aime les vieux Batman et bla bla bla. Bon, enfin, dans le fond, les vrais hipsters, c'est ceux qui préfèrent ceux de Schumacher. Impossible. Surtout que je te trouve mauvaise langue, on n'est pas censé savoir que c'est Heath Ledger ici. Bon, oui, t'as raison. Ce qui est intéressant avec les scènes d'ouverture de The Dark Knight, c'est sa construction en fait. Elle fonctionne presque toute seule. Elle a un début, un déroulé et une fin à twist, puisque la révélation de l'identité de l'homme au masque donne une nouvelle dimension à l'intrigue. Ce braquage pourrait presque être un court-métrage à chute par son autonomie complète. Et pas qu'à chute, un joli condensé de suspense, de tension et d'action aussi. Et ce plan sur le Joker de dos, bon oui, spoilons les 10 premières minutes, est le centre névralgique de la scène. Ces quelques secondes nous indiquent que l'homme est le Joker tout en usant des codes du suspense. Et surtout, il est esthétiquement plutôt marquant. L'individu sombrement habillé au centre de l'image est ce qui attire l'œil, et il est souligné par les lignes directrices du plan. Entre les lampadaires et les gratte-ciel, la direction dominante est verticale et l'acteur s'insère dans le décor, parallèle à la ville, par sa position debout. Devant lui s'étend le passage piéton et la rue. Il est le commencement de cette ligne de fuite et s'affiche ainsi comme le point de départ. Et surtout, les lignes blanches du passage convergent vers lui. Oui, t'as raison, les directions du plan s'harmonisent autour du personnage central, ce qui construit une géométrie cohérente qui flatte l'œil du spectateur. Heath Ledger au second plan, oui, le poteau à gauche le devance, est entouré d'un paysage clair, le béton gris, les immeubles blancs ou beige, ou le ciel bleu, et il se détache d'autant plus de la ville pour être l'unique sujet du plan. Et le travelling en avant, lent et parfait en quelque sorte, ajoute une touche d'élégance au rythme. Travelling qui s'essaie à nous indiquer que l'homme que nous voyons est le Joker. Ou enfin, encore faudrait-il se concentrer sur chaque plan et tout passer au ralenti au lieu de profiter du film. Non mais inconsciemment, le mouvement de ce plan nous intime quand même qu'il y a quelque chose de spécial avec cet individu. Déjà, au milieu de la scène, il se trouve être plutôt long. Parce que le film commence par un travelling similaire, puis une explosion, et après on ne voit que des clowns qui s'agitent. Et soudain, il y a ce plan qui, dans ses premières secondes, ne montre pas de mouvement interne par le personnage et s'attarde sur un des braqueurs comme s'il bénéficiait d'un traitement particulier. Oui, c'est vrai qu'il y a comme une bizarrerie dans ce plan. On y voit un homme immobile, dans une posture assez ordinaire, dans une rue ordinaire, mais qui porte quand même son masque au trait clownesque. Et la caméra finit par se ficher complètement du quotidien pour se rapprocher de l'horreur. Oui, parce qu'un visage de clown, c'est l'horreur. Ça ne rassure personne. Après Poltergeist, on sait tous que c'est des saloperies. Ce qui est génial avec ton rapprochement avec Poltergeist, c'est que oui, en un sens, le plan utilise quelques mécanismes de l'horreur. Le terrifiant dans le quotidien est ce qui fonctionne le plus, parce que c'est réaliste, vraisemblable. C'est sur ce contraste que jouent les Paranormal Activity, surtout le premier. Ce qui se passe ne fait pas peur en soi, mais l'irruption du bizarre dans la vie dans sa plus franche normalité, ça fait peur. Et ici, Christopher Nolan se rapproche de l'horreur, du masque, qui imprègne bientôt la majorité de l'écran, et la vie ordinaire naît durant quelques secondes, vu qu'à travers ses yeux vides. Pour en finir avec Poltergeist, c'est que là où le masque diffère de la poupée flippante monstrueuse, c'est qu'il a des traits humains. Le visage détaché de plastique est humain, mais maquillé, ce qui le rend d'autant plus vivant et donc étrange. Et le crissement de pneus qui s'ajoute fonctionne comme un mini jumpscare. Bon, personne ne sursaute parce que ce n'est pas normalement fort et que ce n'est qu'une voiture, mais dans une moindre mesure, on a quelques secondes qui s'apparentent au film d'horreur. On se rapproche de la peur que l'on voit clairement, sachant que c'est un masque, donc qu'elle ne devrait pas nous attaquer, et finalement, le bruit, le mouvement vient d'ailleurs et nous surprend. Ainsi donc on a horreur et suspense. Parce que l'attente avant l'arrivée de la voiture dure plusieurs secondes, celles pendant lesquelles on ne sait pas ce qui va arriver et on patiente car cet homme qui est au centre n'a encore rien fait. Et on attend que ce plan sur lui le fasse agir. Et on le voit embarqué dans cette grosse voiture aux vitres teintées, avec son gros sac mystérieux portant enfin sur son visage le fameux masque. La caméra reste immobile alors que le personnage s'avance, pour nous remontrer une vue plus d'ensemble, mais pourtant tout est opaque, tout est caché. L'identité de l'homme est invisible, la voiture n'est qu'un bloc qui ne révèle rien, et qui bouche la vue de la ville. Le mystère s'épaissit et le suspense s'accroît, ainsi qu'une certaine tension, car on sait que le mec et ses compagnons dans la voiture ne vont pas animer la maison de retraite du coin. La musique n'aide pas aussi. La partition d'Hans Zimmer use de notes longues, presque stridentes, lentes émanant d'instruments qu'on ne devine pas vraiment. L'ambiance sonore accompagne le mystère et la peur. Sans avoir vu le film une première fois donc, grâce à ce plan, on associe ce clown à une sorte d'appréhension inconsciente, et même si on ne peut que, difficilement se douter qu'il est le Joker exactement sans le savoir au préalable,
on comprend qu'il émane de lui quelque chose de presque vicieux, inhérent à ce visage de clown qu'il s'apprête à porter. Mais une fois que l'on sait et que l'on revoit le film, la plupart des éléments prennent une dimension différente. Et surtout, évidemment, le masque. Le Joker, grand ennemi de Batman, se pavane à Gotham, maquillé tel un clown. Ainsi, ce masque qu'il tient dans sa main est son visage en un sens. Surtout que la thématique du masque est centrale aux super-héros. Civil War, par la société Marvel, le comique, puisque le film fait fi de toute problématique politique ou philosophique, montre entre autres la problématique du fait tomber les masques, ce que l'identité cachée pose comme problème tout en étant pour les individus anonymes essentiel et gage d'une certaine forme de liberté. Le Dark Knight de Christopher Nolan s'intéresse lui aussi à la dimension du héros masqué. Mais s'il n'exclut pas l'idée des répercussions sociales et politiques, le masque chez lui revêt des difficultés plus intimes et individuelles. Son Batman est devenu dépendant de son masque, au point qu'il n'arrive à le retirer de son visage alors que c'est la seule condition pour qu'il récupère Rachel. Nolan s'amuse à montrer la difficile distinction entre le masque et l'homme. Quel est le vrai masque de Batman? La chauve-souris ou Bruce Wayne? Dans ce plan-ci, on montre le méchant et son masque est son visage. Ce qui rend le travelling avant encore plus intéressant. Au cinéma, le travelling avant sur un personnage est traditionnellement fait sur son visage. Dans Interstellar par exemple, ce travelling avant sur Matthew McConaughey accompagne son émotion croissante et exacerbe l'empathie du spectateur qui se rapproche de ses expressions malheureuses. On appelle ça un travelling psychologique. Oui, et là le travelling s'effectue vers un personnage, mais de dos, et on se demande ce que le mouvement veut bien nous montrer. Et en fait, Nolan utilise ce fameux motif du travelling vers un visage en le remaniant un peu. Parce que si le masque est un reflet du visage du Joker, on retrouve alors dans ce plan le mouvement habituel de la caméra qui avance pour définir un nouveau personnage par ce qui est le plus humain, le visage. Choisissant de viser le masque de clown, le réalisateur nous montre ici clairement qu'il s'agit du Joker. Une fois que l'on sait cela, le plan n'en paraît que plus dérangeant. À la fin, lorsque Heath Ledger retire le masque, on constate bien qu'il est maquillé depuis le début. Pourtant, il se tient dans cette rue, son visage travesti exposé à la ville, et personne ne le remarque. Un peu comme si, tant que c'est son vrai visage, il n'y a pas de problème. Chez Nolan, il y a une différence entre le masque et le maquillage. Si le masque de Batman le rend exceptionnel, le maquillage du Joker, ici du moins, n'est rien de plus qu'une parure à sa vraie figure, et dans l'ordinaire, il n'en est pas plus remarquable. Pourtant, s'il tient un masque ici pour commettre son braquage organisé, c'est pour accentuer son jumelage avec Batman. Lorsque Bruce Wayne enfile son costume, il fait justice, certes, mais il est au-dessus des lois. De la même façon, le Joker porte dans cette séquence un masque pour passer au-dessus de ces mêmes lois. Lorsque le film est sorti, un journaliste, Andrew Klavan, a écrit un article dans le New York Times qui s'intitulait « Ce que Batman et Bush ont en commun ». Ah oui, donc un homme qui n'a rien compris au film. Et rien à Batman non plus d'ailleurs. Parce que si on ne peut pas nier que la figure du justicier masqué a quelque chose de conservateur dans l'idée de la prise du pouvoir par la violence sans aucune médiation, il ne faut pas oublier que Batman est le héros qui souffre le plus de ça. Son obsession est de trouver un remplaçant, un homme qui agira dans les institutions, remplaçant qu'il trouvera dans le procureur Harvey Dent. Puis, rien que dans ce plan, Christopher Nolan fait une claire analogie entre Batman et le Joker. Leur ressemblance frappante, tous deux au-dessus des lois, tous deux costumés, l'un n'ayant plus d'utilité si l'autre n'existe pas, tout ça est la sève de leur antagonisme, et la sève de ce que veut dire le réalisateur. Dans The Dark Knight, il y a une nette lucidité quant à l'idée que le bien que Batman représente n'est pas légitime pour autant. Oui, et comme le théoriste Tom McGowan dans son essai The Fictional Christopher Nolan, je cite, le film de Nolan nous montre que l'héroïsme authentique apparaît nécessairement sous la forme du mal. Et je vais spoiler la fin, je préviens. Donc, à la fin de The Dark Knight, Batman va endosser la responsabilité des crimes commis par Harvey Dent, et il va passer ainsi pour un criminel aux yeux de Gotham pour sauver la ville d'une forme de désespoir. Il accepte de prendre la figure du méchant, et c'est ça finalement son acte le plus héroïque, parce qu'il sacrifie son symbole illégal pour celui de la justice institutionnelle. Et dans ce plan, alors que le Joker tient un masque à la main rappelant le Batman, l'idée philosophique de Nolan s'exprime, puisqu'aux yeux de la société, Batman ne vaudra pas mieux que cet autre homme masqué. L'homme ici est encore de dos. Si on fait l'analogie avec le masque, certes on devine que c'est le Joker, mais il pourrait être un anonyme. Bruce Wayne, toi, moi... Et c'est en testant constamment les habitants de Gotham que le Joker cherche justement, pendant tout le film, à prouver que n'importe qui pourrait être comme lui. C'est-à-dire au-dessus des lois, commettant des actes sans passer par le prisme du gouvernement ou des conséquences.
Il est totalement en dehors de la société. Il ne réfléchit que par acte et renie la schématisation qui régit nos vies. Si le film commence par une scène le mettant lui en scène, c'est parce qu'il sera le pivot éthique de tout le film. Tous les actes de tous les personnages ne vont dépendre que de ses actions à lui. Il dirige la morale du film, et c'est à cause de lui que vont émerger les actes éthiques. Il retourne la morale attendue. Dans la scène des paquebots, car après son ultimatum, c'est un prisonnier qui va faire l'acte le plus courageux, le plus humaniste. Et surtout, il pousse Batman à devenir l'ultime héros, qui doit devenir un ennemi d'État. C'est par ces retournements constants de valeurs qu'il propose une forme de chaos social, même s'il échoue, comme son plan des paquebots qui doivent s'entretuer. Le chaos est présent dès cette première séquence qui, dans son autonomie, n'apparaît que comme son film à lui. C'est son plan, son stratagème, son intrigue durant 10 minutes. Il crée le chaos en poussant ses sbires à se tuer les uns les autres et retourne le braquage en lui-même, montrant que depuis le début, il en faisait partie. Chaos, virage de scénario, inversement des valeurs. Peut-être que par ce travelling vers le masque du Joker pour troisième plan, Nolan s'avoue vaincu et admet que c'est ce personnage qui guide et secoue tout le film, finalement. Et le crissement de pneus qui s'ajoute fonctionne comme un mini jump-scare. Jump-scare. Tu sautes et tu fais attention. Ouais. J'adore ce bruit. Tu es célibataire depuis combien de temps? Oui, parce qu'un visage de clown, c'est l'horreur. Ça rassure personne. Après Poltergeist, on sait tous que ce sont des saloperies. Et je recommence parce que je dis Cesson, qui est la gare où habitent mes grands-parents. Enfin, ils habitent pas dans une gare, mais c'est les gares les plus proches Ils de sont à là la où ils habitent.